Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. La francophonie, avatar de l'empire colonial en Afrique. Pilotée dès 1970 par l'Organisation internationale de la francophonie, implantée à Niamey, au Niger, la francophonie, avec ses 88 membres, est une organisation qui utilise la langue française pour, je cite, faire rayonner les valeurs françaises sur le continent africain. Fin de citation. Mais 16 ans plus tard, la francophonie prend une tournure politique lors du congrès de Versailles de 1986. À l'issue de ce sommet présidé par François Mitterrand, l'Organisation internationale de la francophonie décide d'élargir son spectre d'action culturelle et éducative à la politique, mais aussi à l'économie. Aujourd'hui, la France tente de convaincre les Africains de la valeur universelle de la langue française. Mais les derniers événements au Niger le montrent, la France et donc la francophonie reste associée dans l'esprit des Africains. Avant d'entamer le débat sur l'histoire de la francophonie et ses rapports à l'Afrique, je vous propose d'écouter ce chercheur camerounais, panafricaniste, Dominique Ntima. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth, ce sont simplement des outils du néocolonialisme. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on a dit à ces gens qui sont indépendants, il faut trouver le moyen de les tenir. Et comme on avait des accords secrets qui ont été signés à cette période-là, parmi lesquels l'obligation de faire du français la langue d'administration et la langue officielle, eh bien, il faut créer un cadre qui s'assure de contrôler ça. L'UNESCO, ça ne suffira pas. Donc, on va créer la francophonie. Mais pour faire quoi? Mais pour contrôler, s'assurer que vous utilisez le français comme langue officielle et comme langue d'enseignement et d'administration. Tout simplement. Et beaucoup de gens sont là, ils croient que la francophonie, oui, on est très gentil, on est dans une belle communauté mondiale, on dit non, mais vous savez, c'est une communauté internationale puissante, blablabla. Il y a dernier recensement, il y a 321 millions de locuteurs de français dans le monde. 70% à peu près sont africains. C'est-à-dire que vous avez autour de 220 millions qui sont africains. Le pays même qui parle dans la langue qui est l'origine de la langue, ils sont 66 millions. C'est-à-dire qu'ils sont à peine 20%, ils représentent à peine 20% des locuteurs, l'ensemble des locuteurs. L'Afrique, c'est 70%. Et le pays francophone le plus important, c'est la RDC, qu'ils sont en train de piller, qu'ils sont en train de détruire. Voilà les gens qui... Ils vous disent comment c'est une très belle chose. Vous avez entendu l'Organisation internationale de la francophonie dire un mot pour défendre la RDC. Ils sont 150 millions. Ça veut dire qu'ils représentent la moitié des locuteurs de français dans le monde. C'était là donc une réflexion de Dominique Ntima, chercheur camerounais et panafricaniste, à propos donc de la francophonie. Samuel Akizimana, bonjour. Bonjour. Mezhour Al-Hiani, bonjour. Bonjour. Donc l'histoire de la francophonie s'entremêle avec tous les complots que la France ne cesse d'ourdir en Afrique. Oui, en fait, la vision de la francophonie, en fait, je dirais qu'elle rejoint le concept de France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de francophonie, je pense que quand on a entendu le chercheur, oui, on comprend que la francophonie devient un moyen ou bien un soft power pour la France
c'est quelque chose qu'elle utilise pour maintenir son contrôle sur l'Afrique. Et d'ailleurs, il a dit les 60% des pays en fait dans le monde qui parlent français, ça se trouve en Afrique. Donc, je dirais que la francophonie aujourd'hui, c'est un moyen que c'est l'emprise coloniale que la France utilise toujours pour contrôler les pays africains par la langue. Par le franc CFA. Au départ, par la langue, Oui, elle impose plusieurs choses. Et puis, on se retrouve avec le franc CFA, on se retrouve avec des entreprises. Tout ça, ça se rejoint à la francophonie, je dirais. Samuel. Moi, je dirais c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux parce qu'en réalité, comme Mezo était en train de dire, la francophonie est un levier politique et économique parce que nous savons très bien que l'une des plus grandes influences sur une population ou sur un pays, c'est le maintenir dans le néocolonialisme, surtout à travers, parce que si on regarde actuellement plusieurs pays d'Afrique, ils ont comme langue de travail le français, et même système éducatif dans beaucoup de pays, c'est toujours le français. Et si on regarde très bien, il y a une personne qui m'avait dit, vous savez que les institutions de la francophonie sont là pour vérifier si réellement les pays membres de la francophonie utilisent réellement le français comme langue d'administration ou langue d'enseignement dans les différentes études. C'est pour avoir toujours de l'influence sur l'Afrique et sur d'autres pays. Parce que si on regarde très bien, comme ils ont pu le dire, les pays membres de la francophonie, on va retrouver que c'est des pays africains, la majorité sont des pays africains, et non seulement, il faut regarder ces pays aussi, ce sont des pays riches en ressources minières, riches en ressources naturelles aussi. On va voir que sur ces pays-là, il y a toujours la France qui est derrière, et toujours, comme j'ai pu le dire, il y a un mécanisme qui est là pour le contrôle de tout ce qui se passe au niveau de ces pays. D'ailleurs, Dominique Thima disait que l'un des pays, le plus grand pays francophone, c'est la RDC, ouais, qui sont en train de détruire. La RDC, c'est l'un des pays les plus riches en Afrique. Oui, la RDC est l'un des pays les plus riches en Afrique, et même malheureusement, nous savons ce qui se passe là-bas, et nous voyons que il y a toujours une mainmise derrière tout ça. C'est pour ça qu'on parle du néocolonialisme, en fait. Moi, je dirais que d'une part, la francophonie est un outil du néocolonialisme qui est là pour, comme je disais, ça sert comme un mécanisme de contrôle et de vérification sur le terrain si réellement les attentes ou tout ce qu'on peut dire les accords signés sont en train d'être sont en train d'aller dans le sens des accords promis par Paris, parce que si on regarde très bien, un mécanisme il est là pour vérifier tout ce qui a été dit, si tout ce qui a été dit est en train d'être respecté et vérifié. Moi, je dirais que la francophonie, en réalité, c'est pour ça qu'on regarde le nombre des pays, etc. C'est un outil de contrôle et aussi un outil de vérification pour certains pays d'Afrique, pour Paris. Mzoura, est-ce que la France n'a pas réfléchi avant l'année 1960, l'année des indépendances des pays africains, à imposer la langue d'une manière, c'est-à-dire en créant des problèmes ethniques notamment pour imposer le français comme langue officielle et langue de travail dans plusieurs pays africains. En fait, ce réseau-là, il était bien réfléchi, comme vous avez dit. Avant même de donner les indépendances aux pays africains, ils ont réfléchi comment maintenir tous ces pays sous leur contrôle. Donc, toujours, ils seront dépendants de la France et du contrôle des anciennes colonies. Donc là, si on voit, ils ont utilisé la francophonie et déjà, ils ont imposé la langue par force et on se retrouve aujourd'hui divisé. Et si on regarde l'Afrique, le problème, ou bien l'obstacle qui nous empêche d'être unis aujourd'hui, c'est quelque part la langue aussi. Parce que on se retrouve, l'Afrique est divisée entre des groupes de langues, selon les langues. Les pays qui parlent français, les pays anglophones, les pays lusophones, etc. Et ça, c'est un outil qui est bien réfléchi. Déjà qu'ils ont imposé les langues avant, et puis ils continuent jusqu'aujourd'hui. Même si on voit le président Macron, par exemple, dans certaines interviews, lui-même, il le dit... Il s'adresse à la jeunesse directement. Oui, directement. Voilà, et il le dit directement pourquoi on n'utilise pas, pourquoi on délaisse le français aujourd'hui. Donc ça devient comme si c'est une obligation sur les pays africains de continuer d'utiliser le français. Et quand ils voient que certains pays sortent de la langue française pour la remplacer par l'anglais ou autre, ouais. Ils se sentent comme menacés. Donc c'est là où on voit le poids de la langue déjà,
comme Samuel l'a dit, c'est un instrument politique et économique. Donc aujourd'hui, c'est pas... instrument de domination. Domination, voilà, économique et politique. Parce que vous savez, une des choses les plus importantes, vous savez, quand tu veux t'adresser à une population que tu veux manipuler, il faut l'adresser dans une langue qu'ils puissent comprendre. C'est pour ça, s'attaquer à ces élites, parce qu'on peut dire que on promeut, parce qu'ils font ils font la promotion de la langue française, parce qu'on oblige que la langue française soit la langue d'éducation, qu'on nous enseigne, etc., etc. Pourquoi? Parce que lorsque le message est transmis, il faut que la population africaine puisse être capable de comprendre cette information. Vous savez, c'est pour ça, dans certains pays, il y a toujours certains gouvernements qui essaient de changer de système et de mettre au premier plan les langues nationales. Pourquoi? Parce que quand un dirigeant communique avec sa population, il doit communiquer dans une langue qu'il puisse comprendre. Quand on veut donner l'information, il faut donner l'information qui puisse être comprise par la population. C'est ça que la France a compris. C'est pour ça qu'il a comme Mezo était en train de dire, on trouve en Afrique qu'il y a une cartographie où on dit les pays lusophones, les pays francophones, les pays anglophones, etc. C'est parce que les colonisateurs voulaient qu'ils restent avec cette même mise sur certains des territoires pour exercer l'instrument du néocolonialisme, pour transmettre le message, et que ces messages qui sont transmis et surtout adressés à la nouvelle génération, et que la nouvelle génération puisse être manipulable. À part ce côté-là, moi je dirais aussi que c'est là où l'approche de nous en tant que jeunesse africaine, nous devons regarder les choses et les voir différemment. C'est-à-dire que nous savons qu'il peut y avoir cette manipulation sur le côté néocolonialisme avec les langues fournies par les colonisateurs, mais il faut que nous le prenons aussi différemment en disant ça doit pas être un outil de manipulation, mais que ça soit un outil qui peut aussi que nous puissions utiliser à ce que nous contrecarrions les avancées du néocolonialisme en Afrique. Parce que d'une part, il est temps que nous changeons la façon de percevoir les choses, parce que la façon dont on veut que nous les percevons, nous devons le changer. Parce qu'à chaque fois, déjà, quand ils s'adressent à nous au nom de la francophonie, ils disent toujours que c'est un instrument de coopération, c'est une langue internationale, donc c'est pour faciliter la communication entre nous. Mais derrière ces projets, déjà, on voit l'organisation, par exemple, elle finance des projets éducatifs, etc. Et tout, enfin, les projets, il y a toujours un intérêt derrière. Et qui dit intérêt, dit l'ingérence dans les questions politique, économique et même militaire. C'est tout ça qui est derrière. On a donc adopté un narratif juste après les indépendances qui consiste à associer les langues africaines à des épithètes péjoratives, c'est-à-dire et la langue française, c'est plutôt la langue de la réflexion, effectivement. du développement. Et ils ont réussi à mettre dans la tête ou bien dans le cerveau de chaque Africain, donc tous les Africains presque, pour dire que la personne qui parle, c'est la langue des civilisés. Voilà, c'est une langue civilisée. Donc la personne qui parle français est plus civilisée, il est éduqué, c'est un prestige. Et l'autre, c'est toujours arriéré, un alphabète, etc. Alors que c'est faux. C'est pour ça que je dis il faut changer la perception de choses. C'est pour ça que il faut avoir une contre-narrative de tout ce qui a été dit, parce que si on continue dans ces narratives émises par Paris, nous allons nous retrouver à qu'il y a certaines populations qui sont complexées du fait qu'ils ne parlent pas français, ils sont complexées du fait qu'ils ne parlent pas anglais, ils sont complexées du fait qu'ils ne parlent pas espagnol ou je sais pas quoi, alors que en réalité l'objectif d'une langue, c'est la communication, c'est pas le côté civilisation ou le côté éduqué en général. Je vous propose à ce propos justement d'écouter donc le propos d'un chercheur burkinabé qui abonde exactement dans le même sens que Samuel Akizimana. On l'écoute. L'Afrique tourne une nouvelle page, aborde une nouvelle page et tourne une ancienne page, parce qu'elle va de l'avant, elle a la reconquête de sa souveraineté, et c'est un anachronisme de voir encore cette Afrique, c'est un pays, malheureusement encore africain, qui continue de traîner avec eux certaines scories de la coloniale. Et l'OIF fait partie
de ces scories de la coloniale qu'il faut rapidement gommer. Oui. Alors là, je crois que l'AUS n'est pas allée par 4 chemins. Elle a décidé, n'est-ce pas, de se délester Tout à fait. de ces scories-là pour reprendre sa marche en avant dans le cadre de son combat pour la reconquête de sa souveraineté et sa dignité. Ce n'est que justice pour les peuples que nous sommes et dont nous subissons depuis très longtemps, n'est-ce pas, l'ensemble de ces métastases de la France-Afrique qui nous enserraient et ne nous permettaient pas de nous exprimer et de chercher, n'est-ce pas, des voies et des moyens pour avoir des piliers de notre souveraineté entre nos mains. L'OIF, autant pour moi, fait partie de ces chaînes-là qui nous enlaçaient. Ces instruments de domination, en réalité. Parce que vous êtes dans une relation avec votre maître colonial qui a mis en place un certain nombre de pièges dans lesquels, de souricières, dans lesquels vous êtes rentré. C'est le franc CFA. C'est sur le plan culturel des histoires comme la francophonie. Oui. Et sur d'autres plans, le Club de Paris, sur le plan économique, on vous conduit tous vers le FMI et la Banque mondiale. Vous n'avez aucune capacité, aucune possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, en toute légitimité, en toute liberté, choisir ce que vous voulez. Propos d'un chercheur burkinabé qui évoquait le mal donc de l'Organisation internationale de la francophonie. Il parle de souricières, de pièges et d'instruments de domination. Oui, effectivement. Déjà, c'est comme on l'avait dit, et le chercheur aussi l'a appuyé, il a dit. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'une langue, elle véhicule toujours une vision d'un monde. Oui. Et quand on nous impose, par exemple, le français comme langue, c'est comme si on nous impose aussi une pensée occidentale. On nous oblige aussi à penser comme ça. Et d'ailleurs, on voit que le travail est fait depuis avant les indépendances et ça continue déjà à être exercé dans nos pays. On voit que le français, par exemple, c'est une langue qui est imposée dès le jeune âge, dès les primaires. Donc, un petit enfant, il commence déjà à étudier le français. Et tout ça, c'est des instruments qui sont utilisés. Il n'y a pas de mal. En fait, la langue française, elle peut coexister avec les langues, mais la façon dont on porte beaucoup d'intérêt à la langue française et on marginalise les langues locales, là, ça devient un problème, en fait. C'est ça le problème. Il faut valoriser les langues africaines de la même façon qu'on favorise la langue française. Samuel. Oui, moi, je pourrais aller plus loin encore en disant c'est une illusion de partenariat équitable. Pourquoi ? Parce que si on regarde, moi je reviens toujours sur ce mécanisme, parce que dans plusieurs pays où il y a membres de la francophonie, on va trouver que les dirigeants ils sont issus plus de Paris, c'est-à-dire que les gens qui dirigent il parlait de colons de Paris. Oui, c'est toujours de Paris. Oui. En fait, on va retrouver ce qui est plus important en disant, on revient toujours sur cette narration où les membres, c'est comme si c'est un mécanisme qui favorise les gens qui apportent le système de Paris. Donc tout est fait en sorte que nous restons dans cette manipulation et sur ce néocolonialisme. Ça qui est encore plus important. Et si on regarde même à travers le sommet de la francophonie qui regroupe plusieurs pays, on va voir qu'il y a toujours ce côté diplomatie, coopération, etc. C'est-à-dire que plusieurs choses se jouent à travers ce sommet. Nous revenons sur la chose principale en disant, c'est pour ça, si on regarde, vous avez parlé du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Et du Mali qui ont décidé récemment de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, il y a une raison de pourquoi, parce que si on regarde même les causes que eux ils disent, c'est pour l'ingérence. Ils parlent toujours d'ingérence. Ils disent que il y a toujours une ingérence à travers Paris, à travers ces organisations. C'est ça qui est le plus important. En disant, c'est pas juste une francophonie qui est juste comme ça, mais il y a une ingérence qui est par là. Et cette ingérence, il y a certains pays qui en ont assez, qui ne veulent plus continuer dans cette ingérence avec la France et qui veulent se détacher de cette manipulation française. Mzoura, donc on évoque les 3 pays qui ont décidé donc laquelle apporte de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Le Mali, avant de le faire, il avait déjà retiré la langue française des institutions, c'est-à-dire c'est une langue
qui n'est plus une langue, c'est plus une langue, le français n'est plus une langue officielle au Mali. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, il y a cet éveil de conscience en Afrique. On voit beaucoup de pays se tourner vers l'anglais, par exemple. On peut citer l'exemple du Rwanda, qui s'est tourné vers l'anglais. Et aussi, on voit beaucoup de pays dans ce sens-là. Il y a plusieurs organisations, le Commonwealth, etc. Donc, il y a cet éveil de conscience d'un côté. Et la transition, je dirais, elle se fera petit à petit, parce que c'est pas du jour au lendemain où on peut basculer d'une langue à une autre. Et faire passer du français à une autre langue, ça demande quand même assez d'efforts, parce que on voit que le français est utilisé dans plusieurs administrations, pratiquement toutes les administrations, et c'est difficile de faire cette transition directement. Donc je dirais qu'aujourd'hui, avec la jeunesse déjà qui a compris que la langue, elle est utilisée comme un instrument de domination coloniale, de domination, et aujourd'hui je dirais que ils ont cette envie de beaucoup plus valoriser leur langue locale et aussi aller vers d'autres langues internationales et ne pas penser que le français c'est la langue numéro 1 ou bien c'est le synonyme de prestige ou quoi que ce soit. Donc je dirais encore plus en disant vous savez, il n'est pas interdit de parler plusieurs langues, c'est bien de parler plusieurs langues. Il n'est pas interdit de se focaliser que sur l'anglais, que sur le français. Il serait bien intéressant aussi de maîtriser chinois, japonais et tout. Donc si ça te permet de valoriser les langues exactement. C'est-à-dire que c'est sur là je voulais venir en disant, en maîtrisant ces langues, ça te permet de communiquer avec d'autres personnes, c'est bien, mais aussi il faut valoriser aussi le patrimoine africain, c'est-à-dire que nos langues directement, il faut les valoriser et les mettre au premier plan. Il faut pas mettre nos langues au deuxième plan, parce que cette phrase est très importante de Meya Makeba qui avait dit la communication est une arme de construction massive. C'est-à-dire que si nous voulons développer notre continent, il faut d'abord que nous soyons capables de nous exprimer entre nous. Et pour ça, il faut valoriser. Par exemple, il y a une des choses que moi j'aimerais bien voir se développer en Afrique, par exemple. Parmi les langues de l'Union africaine, de travail de l'Union africaine, il y a le Swahili, alors que plusieurs pays d'Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, on ne connaît même pas c'est quoi le Swahili. Ça serait dommage. C'est-à-dire qu'on doit commencer par valoriser aussi nos langues. Ça serait très bien que nos langues aussi soient enseignées à travers les différentes universités pour que nous puissions les maîtriser. Ça serait bien que dans le conseil de l'Union africaine, etc., que nous obligeons à ce que les autres présidents occidentaux aussi s'adaptent à nos langues, que ces gens aussi s'adaptent aux langues africaines. Ça serait encore mieux. Comme on dit, la communication est une arme de construction massive. Mettons en valeur nos langues qui sont très importantes pour commencer à transmettre des messages qui seront compris par nos enfants. Parce que une personne qui parle Haoussa et que tu viens de lui communiquer en français, il va pas saisir tout ce qu'il faut lui saisir. Parce que les gens qui vont le saisir, c'est une minorité. Alors que si tu communiques dans la langue Haoussa, tu vas communiquer avec plusieurs personnes qui parlent Haoussa. Tu communiques en Swahili, plusieurs personnes parlent en Swahili, ils vont comprendre. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde, c'est là où moi je vais revenir en particularité, en dehors de la francophonie, en dehors du Commonwealth, en disant, par exemple, il y a plusieurs pays qui s'égoupent sur une seule langue. Par exemple, il y a 14 pays africains qui parlent Swahili. Il y a combien de pays africains qui parlent Haoussa? Il y a combien de pays africains qui parlent Baouli, etc. C'est-à-dire que ça revient sur une chose importante en disant, nous devons mettre en avant nos langues et les valoriser, parce que la communication est une arme de construction massive. Utilisons nos langues pour communiquer et développer notre continent. Le mot de la fin pour Mzoura El-Hayani. Oui, je dirais que en fait, je resterai sur les mêmes propos de Samuel Akizimana. Aujourd'hui, nos jeunes, ils ont compris, et mettons en valeur nos langues africaines et faisons en sorte d'avoir une langue, par exemple, comme le Swahili, qui est la langue africaine la plus parlée dans le continent, faisons en sorte qu'elle soit la langue qui va nous unir et la mettre en avant plus que les langues étrangères. Merci Mzoura El-Hayani, merci Samuel Akizimana. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Émission débat, d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul, on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin. On va plus loin.